Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Francis Gosselin, comme tous ceux qui s'intéressent à l'économie, va suivre avec beaucoup d'attention aujourd'hui le taux directeur de la Banque centrale du Canada qui devrait, je parle au conditionnel, devrait être en train de changer, devrait être modifié aujourd'hui, n'est-ce pas, Francis? Écoute, j'y ai quasiment parié ma réputation, là. Fait que là, il va falloir que si ça ne baisse pas, je vais être dans le trouble. Blague à part, là, tu sais, j'avais pris un pari avec Paul Larocque en ondes au bilan devant je sais pas combien de gens, mais quand même, 2-3, je pense qu'ils regardent à heure de grande écoute le bilan. Donc tout ça. C'est quoi l'enjeu du pari? Y a-t-il un enjeu, le goudron, les plumes, quelque chose? Pas clair, là. Tu sais, Paul Larocque, j'ai un immense respect pour lui, mais on n'est pas rendu au stade de prendre des bières encore, là. Fait que bon, je vais lui en parler éventuellement, savoir s'il y avait un enjeu au pari. Mais c'est plus ma réputation. Puis, bizarrement, lui, il met rien dans ce pari-là, là. Tu sais, fait que bref, tout ça pour dire, Alex, blague à part, tous les économistes, ou presque, là, qu'on regarde du côté de chez Desjardins, les grandes banques canadiennes, l'Institut CDAO, là, tu sais, c'est comme un raz-de-marée, là. Tous les économistes disent que les indicateurs montrent une baisse de taux aujourd'hui. Ça serait la deuxième baisse consécutive, là, parce qu'on s'entend que ça risque d'être pas plus qu'un quart de point qu'on va annoncer aujourd'hui. Et donc, ça va commencer tranquillement à avoir un petit impact. Là, je le disais la dernière fois, tu sais, la baisse d'un quart de point sur une hypothèque moyenne, ça va faire 15 $ de différence par mois. Mais là, rajoute un autre 15. 30 $ par mois, ça commence à tranquillement. Puis s'il y a une autre baisse de taux, 50 $, tu sais, ça commence éventuellement à avoir un effet carrément là, sur la capacité des familles de joindre les deux bouts à la fin du mois. Puis tu sais, c'est évidemment, là, ça se joue dans des petits montants, mais si vous avez une maison plus chère là, à 1 million de $, là, ça se traduit par des 30, puis 40, puis 50 $ par mois de différence. Bon, la misère des riches, tu diras, là, mais bon, ça reste que ça fait une différence pour beaucoup de ménages canadiens, là, cette décision-là qui va être annoncée aujourd'hui. Puis c'est aussi d'une certaine façon entre les lignes, tu sais, parce que quand on annonce le taux directeur, il faut toujours voir ce qui est dit, mais ça veut aussi dire que je pense que M. Maclem et son équipe voient que la situation économique est pas jolie, là, elle est pas mauvaise, mais elle est un peu moyenne, puis qu'ils espèrent, ce faisant, redonner un petit peu de dynamisme à l'économie canadienne. Et donc, il faudra voir là, justement si dans les prochains trimestres, il y a un regain d'activité économique, parce que ça fait quelques temps là, que c'est pas mal stagnant, je te dirais, dans le pays. Ouais, puis là, on va continuer de suivre, bien évidemment, là, quand on fait des espèces de petits relâchements comme ceux-là, on va continuer à suivre l'indice de l'inflation, j'imagine, là, parce qu'on a fait tout ça pour essayer de le limiter. Si l'inflation partait vers le haut, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des gels, justement, puis pas d'autres réductions à court terme. Oui, assurément. Puis c'est drôle, je parlais hier là, avec à mon émission avec un invité où on parlait du prix des conteneurs maritimes. Hein, puis ça peut sembler c'est pas le rapport Francis, mais c'était un vice-président chez Investissement Québec qui m'expliquait que, en fait, depuis le début de l'année, le prix du transport par conteneur avait triplé, Alexandre. Triplé? Dans le monde, ouais. Je savais que ça avait augmenté, mais 3 fois. Ouais. Et donc, selon cet expert, là, c'était lié beaucoup à la situation là, sur la mer Rouge là, qui amène au canal de Suez, les Houthis, la guerre en Palestine avec Israël. Et tout ça, ça fait augmenter les primes d'assurance, ça oblige certains transporteurs à faire d'immenses détours pour éviter le canal de Suez. Il y a aussi le fait que Suez et Panama actuellement opèrent à volume réduit en raison un peu du réchauffement climatique / enjeux météorologiques. Bref, tout ça, ça pourrait se traduire par de l'inflation qui n'a rien à voir avec le taux directeur puis la politique budgétaire ou monétaire canadienne, mais bien des forces géopolitiques sur lesquelles on n'a pratiquement aucun contrôle. Donc, évidemment, un œil à garder de ce côté-là également. Puis bon, pour ce VP d'Investissement Québec nous disait qu'en achetant local, on se prémunissait du coût des conteneurs. Il a raison, objectivement, mais je connais pas beaucoup d'iPhone fabriqués à Saint-Jérôme, malheureusement. OK. Oui. Là, je comprends. On pourrait éviter d'acheter des iPhones. À la place, achetez des fraises du Québec. Prenez votre budget et achetez des fraises du Québec, sont excellentes cette année.
Ben, plus de téléphone, juste des fraises. Plus de téléphone, juste J'aime des ça. fraises. Écoute, Francis, j'ai hâte d'avoir ton avis aussi sur le prix affiché en gros sur l'aventure du Journal de Montréal. C'est la photo de couverture. On parle du prix individuel qu'il fallait payer pour acquérir des profils chez Desjardins. Puis quand je dis chez Desjardins, excuse-moi, des profils de Desjardins sur le dark web plutôt, parmi ceux qui ont été volés, parmi les données qui ont été volées lors de la grande cyberattaque là, contre Desjardins. C'est-tu cher? C'est-tu pas cher? C'est-tu un bon deal, ça, un 10$ et quelques? C'est difficile à dire. Évidemment, juste pour évidemment renchérir ce que tu disais, il y a personne qui appelait Guy Cormier pour y acheter des noms de clients. Hein. C'est les noms de la base de clientèle de Desjardins, mais Desjardins n'y est pour rien, là, évidemment. J'étais un peu fâché, personnellement, je sais pas pour toi, là, Alex, là, contre Juan Pablo Serrano et Maxime Paquette, là, les deux accusés dans cette affaire. Honnêtement, je suis insulté par cette politique de prix. Là, comme je peux pas croire qu'on a vendu mes données, moi, Francis Gosselin, pour 10,80$. Franchement, je vaux plus que ça. Bon, ben regarde, tu vois, je comprends ça. Mais blague à part, évidemment, ce qu'on vendait, là, ce qui est révélé dans le journal, là, c'est qu'on vendait, dans le fond, une ligne, là, avec une série d'indicateurs individuels pour le client, donc nom, prénom, date de naissance, numéro d'assurance sociale. Et puis, dans certains cas, il y avait des données additionnelles là, liées à l'hypothèque ou à des dates de renouvellement critiques, etc. Donc, c'est intéressant que cette moyenne, entre guillemets, de prix là, se soit stabilisée autour de 11$. C'est d'une certaine façon un marché, là, c'est un marché illégal et illicite, mais c'est comme le prix de la cocaïne dont j'ai parlé avec notre ami Félix Séguin récemment, qui apparemment est en chute libre. Même les choses illégales se comportent dans des logiques d'offre et de demande. Bref, apparemment, la demande pour les données des membres et clients des Jardins valait 11$ par ligne d'information. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, deux choses, les données des hommes se vendaient plus cher que les données des femmes. Ça, là-dessus, puis honnêtement, je peux pas, c'est pas sexiste, là, c'est un fait, là, mais est-ce qu'il y a une perception que les hommes sont plus en charge des finances des ménages? Non, moi je pense que c'est des bandits sexistes. Regarde, disons-le comme ça, Francis, c'est des bandits sexistes. C'est déjà des bandits, des escrocs, des, je m'excuse, crosseurs, mais on peut dire aussi que c'est des sexistes. Hein? Regarde, ajoutons une accusation sur le tas. Donc, les hommes, là, comme on dit, étaient justement plutôt à cette moyenne-là de 10-11$, alors que les femmes, c'était plutôt autour de 7,50$ là, pour une ligne de profil. La dernière affaire, c'est que tout ça se faisait en Bitcoin, évidemment. Donc, ça... Ben oui. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais ça rajoute évidemment là, au grief contre cette monnaie virtuelle qui, dans les faits, peut servir et souvent sert à entretenir des réseaux criminels et illicites. Donc voilà, une nouvelle preuve. Puis là, cette fois-ci, très près de chez nous là, pour l'utilisation de cette crypto-monnaie très populaire. Écoute, rapidement, Francis, tu voulais mentionner un texte qui parle de socialisation du logement. On parle de quoi? Ben, c'est Mario Dumont is back, là. Je sais pas, je connaissais pas ses dates de vacances, mais il était dans le journal ce matin. Oh, il est en vacances, là, il écrit, là. Regarde, je pense pas qu'il nous écoute dans sa chaloupe en train de pêcher en ce moment, mais il écrit de temps en temps. Bon, bref, je le lis religieusement, comme tu le sais, puis c'est un sujet que je connais bien et sur lequel je partage beaucoup l'opinion de Mario Dumont concernant justement la socialisation là, du parc de logement québécois, en l'occurrence. Il y a une frange là, de groupuscules puis d'autres organismes communautaires qui rêvent éventuellement que ultimement tout le logement du Québec, là, je pense, là, appartienne à l'État et finalement qu'on soit tous des locataires de papa, maman, l'État. Évidemment, bon, ça commence tranquillement par des HLM, des logements abordables, des logements sociaux sur lesquels on met plein de règles. Ça entretient évidemment la pauvreté à perpétuité, ces systèmes-là, parce que c'est très, très difficile de se sortir de ces situations-là. Je me rappelle, à Montréal, il y avait un règlement là, sur le logement abordable qui limitait le prix auquel tu pouvais revendre ton appartement ou ta maison dans le futur, ce qui fait que si tu étais pauvre à 25 ans, c'est-à-dire que tu pouvais juste acheter dans le pool abordable, ben tu allais être pauvre à la sortie parce que tu n'allais pas pouvoir vendre à la pleine valeur du marché. Fait que c'est comme une fabrique de pauvreté. Puis ce que nous dit Mario Dumont, et qu'on néglige régulièrement, c'est qu'on dit « Oh, regarde, c'est pas cher », mais tous ces immeubles-là sont dans un état de délabrement profond, sont souvent entretenus par des cols bleus dont on ne comptabilise pas le temps, les heures, le travail, alors qu'ultimement, c'est toi puis moi puis les contribuables qui payons. Il y a un coût qu'il faudrait internaliser éventuellement. Fait que c'est pas une panacée, c'est loin d'être une solution
même à la limite utile, si c'est un plaster sur une hémorragie. Puis je réitère pour la 1000e fois qu'il faut construire du logement si on veut mettre un terme à la crise du logement. Puis ça, manifestement, ces groupes-là ne l'ont pas compris ou ne veulent pas l'entendre. Et donc, ça nous mène à la situation qui est celle qu'on connaît actuellement. Bon, t'es trop exigeant, Francis. Construire du logement, t'es trop exigeant. C'est quoi? On va falloir mettre la main à part, il va falloir se dépêcher, il va falloir respecter des budgets et des délais en plus. Que t'es exigeant, le méchant économiste a parlé, Alex, avec mon bâton et ma baguette magique. Ben, tu es le méchant économiste, mais on va suivre les développements aujourd'hui du taux directeur, puis tout ça, j'imagine, va être analysé dans ton épisode plus tard durant la journée. Francis, un gros merci d'avoir été là. À demain, Alex.